D'abord, le référendum du 28 septembre et l'indépendance proclamée le 2 octobre 1958 a apporté à la Guinée, je dirais, la souveraineté politique, souveraineté diplomatique, souveraineté économique et monétaire. D'abord, la souveraineté politique. La Guinée a été indépendante et cela a eu un impact considérable dans toute la sous-région. C'est la raison pour laquelle les autres pays ont pu accéder à l'indépendance 2 années plus tard, en 1960. Donc résonance internationale et une immense fierté pour l'ensemble du peuple de Guinée. Voilà ce que cela a apporté. C'est la raison pour laquelle nous devons être prompts à rendre hommage à toute cette génération. On pense inévitablement au président Ahmed Sékou Touré avec ses compagnons Safoulaye Diallo, Lansana Béavogui, Mbalia Camara, Lofo Camara, Mafori Bangoura, etc. En fait, c'est une génération. Ce n'est pas une affaire de quelques individus, c'est l'ensemble de la génération qui s'est battue pour donner l'indépendance à notre pays. Donc aujourd'hui, il est très important de faire une pause, une réflexion sur les 66 années d'indépendance de ce pays et de se poser la question sur les parcours qui ont été des réussites, mais aussi les échecs et les défis qui restent à relever. Comme je viens de le dire, nous avons eu des succès, notamment, je dirais, l'indépendance politique, l'indépendance diplomatique. Et nous avons eu aussi l'indépendance monétaire, qui est un succès très important. Et nous avons pu préserver la paix et l'unité nationale dans notre pays. Alors, ces 3 points, l'indépendance politique et diplomatique, la Guinée a pu faire entendre sa voix à l'international. Nous nous sommes battus pour que les autres pays deviennent indépendants. Et c'est un héritage, et je dois le souligner ici, que tous les présidents guinéens ont pu préserver. Qu'il s'agisse du général Lansana Conté qui était très jaloux de l'indépendance de la Guinée, j'en ai été témoin, le président Dadis, le président Konaté, le président Alpha Condé et le président Doumbouya aujourd'hui. La Guinée n'a jamais abrité une base militaire extérieure, par exemple. La Guinée a toujours été solidaire des autres pays africains. Je pense que c'est une souveraineté qui a été préservée par l'ensemble des chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la Guinée. Mais il n'y avait pas que ça, l'indépendance monétaire aussi a été préservée. Vous savez, la Guinée, après le franc CFA en 1960, a créé sa propre monnaie. 2 années après l'indépendance, et puis en 1972 nous avons eu le Cili, en 1986 le nouveau franc guinéen. Donc nous avons toujours pris en main notre destin monétaire. C'est important de le souligner, malgré quelques soubresauts inflationnistes, la Guinée a toujours pu gérer sa monnaie nationale. À un moment aujourd'hui où est remis en question la préservation du franc CFA dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest et du centre, la nouvelle génération africaine a des difficultés à accepter que le destin monétaire de leur pays et de leur sous-région soit maintenu par une autre puissance extérieure à l'Afrique. C'est le lieu de rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour préserver cette souveraineté monétaire, à ne pas confondre avec l'indépendance de la Banque centrale, s'il vous plaît, parce que nous ne sommes pas encore, la Banque centrale n'est pas indépendante par rapport aux autorités politiques, mais la Guinée a sa souveraineté monétaire, c'est important. Alors, 3e succès que je dois souligner, c'est la préservation de l'unité nationale et de la paix. Vous savez, si nous regardons notre sous-région, tous les pays ont eu des problèmes, à l'exception de la Guinée. La Guinée a pu réserver son unité, a pu réserver la paix et la stabilité. L'unité nationale, la Guinée est l'un des rares pays où, moi je l'ai remarqué, il n'y a pas de problème ethnique en réalité. Si vous regardez, tous les Guinéens vivent ensemble,
ils se marient ensemble, ils vont ensemble au cimetière, ils ont une vie sociale commune. Ce n'est que pendant les élections et les manipulations politiques que l'on parle de problèmes ethniques. Sinon, en Guinée, nous sommes un pays et indivisible. Si on prend, il n'y a absolument, je dirais, aucune région qui est lésée par rapport à une autre. Si on pense que c'est la Haute-Guinée qui a eu le pouvoir plus que les autres régions, mais aussi la Haute-Guinée est la zone la plus défavorisée en Guinée, où il n'y a même pas d'électricité, où il y a peu de routes, c'est la zone la plus pauvre de la Guinée. Donc je pense que objectivement, nous n'avons vraiment pas trop de problèmes ethniques dans notre pays, à part dans les discours politiques. Dans la réalité des faits, c'est une misère partagée par tout le monde. Voilà. La préservation de la paix est aussi quelque chose de fondamental. Vous savez, il y a souvent des conflits post-électoraux. C'est vraiment le lieu de rendre hommage à l'ensemble de nos forces de sécurité et de défense qui travaillent à cela, mais aussi à nos sages, à nos religieux, les différentes coordinations régionales, les imams, les prêtres. Tout ce monde-là fait beaucoup d'efforts pour maintenir la cohésion et la paix pendant les conflits post-électoraux. Mais je pense également à ces associations, ces ONG de jeunes et de femmes qui s'investissent après chaque élection pour que les Guinéens puissent rester une famille main dans la main. C'est important aujourd'hui de leur rendre hommage. À côté de ces succès de souveraineté politique, diplomatique, de souveraineté monétaire, de préservation de la paix et de l'unité nationale, qui sont les grandes réussites, il y a aussi des points où nous devons réfléchir ensemble pour trouver des solutions. Le premier de ces points, je dirais, c'est la passation, les modalités de passation de pouvoir politique. C'est un point qui a posé beaucoup de problèmes à la Guinée depuis l'indépendance de notre pays. En réalité, il n'y a qu'un seul président, Konaté, qui a pu passer le pouvoir dans les règles de l'art, sans passion et normalement. Tout le reste, vous savez, le président Ahmed Sékou Touré, malheureusement, est décédé sans avoir arrangé les problèmes de succession. Le président Lansana Conté a connu exactement la même chose. Ensuite, le président Dadis qui s'est terminé par un chaos. Le professeur Alpha Condé, sur qui on espérait beaucoup plus, s'est embourbé dans la recherche d'un troisième mandat qui a mené à la transition militaire actuelle. Donc nous avons réellement un problème en tant que société, en tant que nation, comment nous allons faire la passation politique dans les règles de l'art, sans violence, sans passion, et que le peuple soit souverain pour désigner son président de la République. Nous espérons que la transition actuelle pourra trouver une solution raisonnable pour l'ensemble du peuple de Guinée. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect aussi qui est fondamental, qui mérite vraiment réflexion, c'est la gestion économique et la corruption endémique dans notre pays. Pourquoi cela? Vous savez, je viens de regarder l'indice de développement humain du PNUD 2023-2024, que chacun peut vérifier. Si vous regardez cet indice de développement humain 2023-2024, vous verrez que la Guinée est classée dans le monde comme 182e pays sur 191. 182e pays sur 191. Ça veut dire que la Guinée reste parmi les 10 pays les plus pauvres, les plus arriérés, les plus misérables du monde. Ce n'est pas l'opinion de Dr Kaba. Chacun de nous peut regarder l'indice de développement, le rapport du PNUD 2023 à 2024. Je rappelle simplement que l'indice de développement humain va prendre le revenu national par habitant et va pondérer cela avec l'espérance de vie et le niveau de l'éducation. Voilà les trois éléments qui constituent l'indice de développement humain, donc qui reflètent l'avancée économique d'un pays. Malheureusement, la Guinée est toujours parmi les 10 pays les plus arriérés sur le plan économique. Pourquoi? Un, nous n'avons pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire.
Deuxièmement, nous manquons de routes malgré quelques progrès très récemment. Nous manquons des infrastructures routières, nous manquons des infrastructures de chemin de fer, nous manquons d'électricité. L'électricité, il faut peut-être expliquer à certaines personnes que dans un pays qui est comparable à la Guinée, la Côte d'Ivoire tout près, tous les petits villages de 500 habitants sont connectés aujourd'hui à l'électricité 24 heures sur 24. Quand je dis 500 habitants, ça veut dire que ce ne sont ni les préfectures, ni les sous-préfectures, ni les districts, mais quelques secteurs qui restent à électrifier. Voilà, et cela c'est 24 heures sur 24. Alors, nous avons également des progrès à faire dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, malgré des améliorations sensibles, il reste encore beaucoup de progrès à faire. Au total, la jeunesse guinéenne connaît un chômage massif. Un chômage massif parce que, je dois le dire, un pays qui n'a pas de bonnes infrastructures adéquates ne peut pas créer des entreprises, ne peut pas combattre le chômage. C'est la raison pour laquelle la Guinée se trouve être parmi les grands pays d'émigration aujourd'hui sur les routes désespérantes de l'Europe et de l'Amérique. Ce qui est vraiment dommage, la jeunesse guinéenne est encore désespérée aujourd'hui. Donc voilà un tableau économique qui, à mon avis, n'est pas reluisant. Malgré les énormes potentialités de la Guinée, potentialités climatiques, une bonne pluviométrie de la terre, et nous avons la mer, mais à côté de cela, nous avons d'immenses richesses minières, notamment la bauxite. Alors la bauxite, rappelons que nous exportons aujourd'hui 100 millions de tonnes de bauxite. 100 millions de tonnes de bauxite, ce qui fait une valeur d'à peu près 6 à 7 milliards de dollars. De cela, la Guinée a dans son budget moins de 500 millions de dollars. Ça veut dire que nous perdons plus de 90% de la valeur au profit des intervenants extérieurs. Voilà, plus de 90%. Nous en avons moins de 10% de la valeur de la bauxite. Donc, l'exploitation massive de la bauxite n'a pas pu sortir la Guinée de la pauvreté. Nous sommes encore parmi les 10 pays les plus pauvres du monde. C'est pour ça, bien que je félicite les nouvelles autorités pour Simandou, qui est un grand projet, mais il faut s'assurer que l'exploitation de Simandou va sortir la Guinée réellement de la pauvreté, c'est-à-dire qu'on aura une valeur ajoutée conséquente. Parce que vous savez, non seulement on n'a pas d'argent de la bauxite, mais on n'a mis en place aucune usine de transformation. La seule usine de Fria qui existe depuis 1955 avant l'indépendance. Voilà, donc ne faisons pas la même erreur au niveau de Simandou. À mon avis, il faudrait fédérer l'ensemble des compétences de la Guinée pour s'assurer que la Guinée va tirer une grande partie de la valeur ajoutée. Et essayer de faire tant que l'on peut des aciéries en Guinée. C'est très très important parce que les investissements massifs dans le domaine d'exportation de minerais de fer comme les chemins de fer, etc. Ne vont pas directement favoriser la croissance en Guinée. À moins que, comme on essaie de le faire maintenant, ça transporte les voyageurs, ça transporte les marchandises, etc., qu'il y ait beaucoup d'impact. Il ne faut pas que ça serve simplement à drainer les minerais de fer à l'extérieur de la Guinée, sans autre impact sur l'économie guinéenne. Donc faisons très attention, comme je le dis. Déjà, je félicite quand même les nouvelles autorités pour l'effort qui est fait, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut s'assurer avec l'ensemble des compétences de la Guinée que la Guinée va engranger une bonne partie de la valeur ajoutée. Qu'on ne retombe pas dans, je dirais, la malédiction de la bauxite. Malheureusement, la Guinée et le Zaïre ne sont pas de bons exemples dans l'exploitation minière, puisque ce sont des pays qui sont encore non seulement les plus riches en ressources minières, mais aussi les plus arriérés du monde. Voilà. Donc en conclusion, je dirais que malgré ces points, nous devons nous réjouir évidemment des éléments de souveraineté que nous avons hérités de nos dévanciers, à qui encore une fois je rends hommage. Et tous les présidents jusqu'à Doumbouya ont pu préserver
ces éléments de souveraineté que nous avons hérités de nos devanciers qui se sont battus pour notre indépendance. Donc j'encourage les autorités actuelles qui ont fait quelques progrès dans le domaine des infrastructures, qui ont fait quelques progrès dans l'exploitation de Simandou, de s'assurer que nous n'allons pas avoir le syndrome du fer comme on a eu le syndrome de la bauxite malheureusement. Alors je dirais merci à tous ces devanciers qui se sont battus pour notre indépendance et je souhaite bonne fête d'indépendance à l'ensemble du peuple de Guinée.